Bonjour à tous, à chacune et à chacun. Donc, il nous revient d'accueillir Didier Larocque. C'est un vrai plaisir et une fierté. Quelques mots pour présenter Didier Larocque, qui a de multiples vocations. D'une part, Didier est architecte, d'autre part, il est philosophe, et tout particulièrement philosophe de l'architecture, et de surcroît, il est romancier. Comme architecte, il fut jadis pensionnaire à la Villa Médicis à Rome. Il a collaboré avec différents architectes, par exemple Jean Nouvel et d'autres. Comme philosophe de l'architecture, il est professeur des universités, en l'occurrence à l'École nationale d'architecture de Paris. Et alors, il a publié de nombreux livres. Par exemple, sa thèse a porté sur Piranèse. Par exemple, il a publié un livre intitulé Le Temple, qui est très remarquable, deux ou trois livres aux excellentes éditions Manucius, Réflexion sur l'architecture, également Sublime et architecture, parce que c'est un penseur de la notion de sublime. Je crois que c'est chez Hermann, celui-ci. Et puis, depuis quand même pas mal d'années maintenant, Didier est de surcroît romancier. Et peut-être il faut attirer tout particulièrement l'attention sur cette activité-là, parce que ce sont de bien beaux livres qu'il écrit, où il porte haut la langue française. Ce sont des livres de grande ambition spirituelle. On mentionnera donc La mort de Laclos, ou bien encore Le Dieu Kairos. Ces livres-là ont paru tout à coup, je ne sais plus où, à Seyssel, chez cet éditeur dont le nom m'échappe, Champvallon. Et puis, le dernier de ses romans parus fut L'œuvre de Napoléon, paru l'année dernière, je crois, admirable livre aussi. Il y a un livre à paraître encore. Bref, c'est surtout comme romancier que j'ai l'impression que Didier travaille en ce moment. Mais enfin, il continue d'être, disons, le théoricien de l'architecture qu'il a toujours été. Et alors aujourd'hui, c'est donc de nouveau au sujet du temple qu'il va nous parler. Le titre de la communication, vous le connaissez. Donc voilà, merci Didier d'être là et tu as la parole. Merci, cher Jérôme, de cette bien aimable présentation qui m'encourage et qui m'encourage infiniment. Et merci également de votre invitation. Ainsi que je l'ai annoncé dans le résumé de mon propos, le caractère sacrificiel du temple dorique sera d'abord examiné en portant l'attention sur la polychromie, par une sorte d'état de la question tout historique et assez fastidieux, où la dimension sacrificielle sera un peu perdue de vue. Puis, il s'agira de comprendre l'ornement majeur du temple dorique, qui est le chapiteau, et enfin sera abordé un usage de la proportion. Mon exposé présentera donc un état prétendu synthétique des connaissances relatives à la couleur dorique depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Et dans le fil d'un tel savoir, principalement procuré par les travaux de Marie-Françoise Biot, élève de Roland Martin, qui a travaillé sur de nombreux sites de Méditerranée orientale et centrale, en collaboration avec l'école française d'Athènes et avec le service archéologique grec, notamment sur les sites de Tassos, Argos, Épidore, Délos et Delphes. Je ferai valoir le rôle de l'échine et du tailloir, l'œuvre de l'harmonie. Je tenterai d'énoncer l'oblation essentielle dont l'architecture atteste le fait. Mais je vais procéder d'une façon qui est assez peu académique et je prie que l'on veuille bien me pardonner le caractère un peu kaléidoscopique
de mon exposé et son caractère méditatif. La polychromie de l'architecture grecque est d'emblée peu soupçonnable dans les ruines. Elle n'apparaît que discrètement chez quelques auteurs grecs et latins, chez Vitruve, Strabon, Pline l'Ancien, Pausanias, Plutarque. Lentement, à partir de la fin du XVIIIe siècle, les archéologues et les architectes vont concevoir une vision oubliée des temples. Des Anglais relevèrent les premiers des indices de couleur, des Français, à leur suite, longuement élaborèrent une étude systématique. Vers 1780, au terme d'un long séjour en Grèce, et du classement de leurs notes, les archéologues anglais Stuart, Rivett, Parse et Chandler remarquèrent sur 3 édifices athéniens échelonnés dans le troisième quart du Ve siècle, le Théseion, les Propylées, le temple d'Ilissos, des restes de décors peints. Mais ces découvertes n'excéderont pas les milieux savants d'Angleterre. En 1789, le célèbre consul de France et antiquaire Fauvel, qui a bien connu et vanté Chateaubriand, extrait des abords du Parthénon un morceau de la frise Est où il observe sur les bas-reliefs, sur les moulures, des traces de couleurs. Fauvel ne publia pas ses notes et ses relevés, et les savants français lui doivent sans doute leur tardive reconnaissance de la polychromie. En 1811, le Suédois Åkerblad annoncera le premier au monde savant que les sculptures du Parthénon et du Théseion étaient peintes. Cependant, le tirage restreint des éditions scientifiques et l'obstacle des langues étrangères vont ralentir la diffusion de cette révélation. À partir de 1820, en France, se manifeste le premier opposant virulent à la polychromie architecturale en la personne du secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, Quatremer de Quincy. Engageant une très longue polémique, il n'envisage l'architecture classique que dans l'ordre dorique, réduit à la stricte stéréotomie, à la ligne pure. Il écrira dans son dictionnaire historique de l'architecture n'a nullement besoin de couleurs pour remplir sa vraie destination. Quatremer de Quincy se refuse à voir la beauté dans l'œuvre gothique et dans le même mouvement de pensée, ce que l'archéologie naissante lui apprend l'embarrasse, le gêne et même, pourrait-on dire, le dégoûte. Tout ce qu'il apprend, tout ce que l'archéologie lui apprend au sujet du décor et de la polychromie dorique, au sujet des rites sacrificiels, il le réprouve. Pour lui, le Parthénon historique, arrangé pour la commune pratique humaine, était livré à la vanité et à la superstition, tandis que ruiné, simplifié, tel qu'il se tient devant lui, il est retourné à son principe intact. Quatremer, pour ainsi dire, considérant les restes du temple, perd de vue sa matière et même son exécution. Il aperçoit certaines fonctions de l'esprit, certaines formes d'expression équivalentes, les plus élevées, croit-il, dans l'art de penser et d'énoncer, l'effort pour maintenir dans un état de tension une idée, la prééminence de l'intelligible. Le Parthénon, tel qu'il fut en quelque sorte décelé par la durée, proposerait cette disposition intime qui aurait été créée avec notre être et que nous ne connaîtrions pas toujours, mais qui,
retrouvée dans le corps architectural, meurtri, aiderait en quelque sorte l'essentiel à se déclarer en nous. Quatremer se félicitait ouvertement qu'il ne restât plus sur l'acropole rien d'adventice, que les trophées douteux fussent tombés en poussière. Il estimait que ce qui était sujet à périr avait péri, que les dommages du temps présentaient le principe dorique intact. Telle qu'elle était parvenue jusqu'à sa connaissance, cette architecture simplifiée par le temps lui paraissait l'aboutissement d'une manière de sentir et de raisonner. Débarrassé des trophées, du voyant bariolage des couleurs, de la surcharge des statues et de la violence sacrificielle, le temple était, si l'on veut, représentatif de sa propre essence. Telle autorité, accordée à ce qui relève d'une simplification où le sensible recule, pourrait d'évidence appartenir à la pensée de Winkelmann. L'année 1823, deux Anglais, Harris et Angel, décèlent que les métopes du temple C de Célinonte ont été peintes. Le fond en rouge, le bandeau supérieur de divers motifs rouges et bleus. Fort d'une rencontre à Palerme avec Angel, un architecte français d'une trentaine d'années, Jacques Ignace Hittorf, imaginera sans embâche les temples siciliens intégralement peints. Son raisonnement reposait sur une extrapolation de quelques terres cuites et stucs colorés à l'ensemble d'une architecture qui connaît, il est vrai, une utilisation extensive du stuc, car les calcaires locaux se prêtent rarement à un beau poli et subissent les méfaits de l'érosion. En 1824, Hittorf présentera à l'Académie des Beaux-Arts le compte-rendu de son voyage en Sicile. Il y insiste sur d'innombrables constats de couleurs sur les plans et les élévations des temples. Puis, de 1827 à 1829, Hittorf publia Architecture antique de la Sicile en 8 volumes qui concernent Ségeste et Célinonte. Les planches colorées y sont rares, ne portant que sur des détails, mais le texte qui les accompagne expose avec netteté une vision bigarrée du temple grec. Henri Labrouste, pensionnaire de l'Académie de France à Rome, adresse en 1828 à l'Institut un envoi consacré à Paestum, où certains ornements du temple de Neptune apparaissent colorés. Il s'agit de la première restitution globale polychrome. Elle l'est très timidement et reste très en deçà des thèses d'Hittorf, qui présente, lui, en 1830, devant les académies des inscriptions et belles-lettres et des beaux-arts, la version abrégée d'un ouvrage sous le titre « Restitution du temple d'Empédocle ». Emmanuel, si vous voulez bien passer la première illustration, elle sera bienvenue. L'exposé qui accompagne des planches vigoureusement colorées affirme une totale polychromie de l'architecture antique, de l'archaïsme jusqu'aux époques tardives. Hittorf veut absolument prouver que le système de l'architecture polychrome a été permanent chez les Grecs pour des raisons tant esthétiques que pratiques, arguant que l'emploi de la couleur conserve les monuments. Selon Hittorf, le temple d'Empédocle, restitué en couleur, doit montrer que la polychromie n'offre rien par son aspect qui soit indigne de la perfection et de la beauté des œuvres de l'art grec. Il reste au crédit de Hittorf, écrit Marie-Françoise Billot, d'avoir franchi le dernier pas en affirmant que la polychromie antique, loin de se limiter aux parties hautes et extérieures des édifices doriques, pouvait inclure des peintures murales, extérieures ou intérieures, décoratives ou historiques.
Mais, ajoute-t-elle, il ignore délibérément les différences d'époque, de style, de genre, de destination. Fin de citation. Dans sa restitution, Hittorf emprunte à tous les arts de toutes les époques et de toutes les régions du monde grec et romain. Raoul Rochette, successeur de Quatremer à la tête de l'Académie des Beaux-Arts, accusa Hittorf de systématiser un courant de pensée qui ne pouvait être sans incidence sur l'architecture de son temps. En effet, Hittorf était également un praticien chevronné qui introduisait en France, sous des formes très diverses, la polychromie à l'antique. Dans l'église Saint-Vincent de Paul à Paris, dans le cirque national d'hiver, par exemple. Raoul Rochette contesta l'emploi généralisé de la couleur. Ce système, selon lui, aurait été borné chez les Grecs du siècle de Périclès à un nombre très restreint d'applications, certains détails d'architecture et de sculpture. La polémique entre les tenants de la polychromie partielle et ceux de la polychromie intégrale va durer près de 20 ans, 20 années, au cours desquelles chaque nouvelle publication, article ou livre, refait l'historique des événements et des arguments les plus ténus de l'adversaire. La question sera également à l'ordre du jour en Allemagne, avec les architectes archéologues Schinkel et Zemper, Klenze. De manière générale, en Europe, tout architecte en vue, tout universitaire compétent en la matière doit alors à sa réputation et à celle de son université d'intervenir par un traité plus ou moins développé sur ce sujet à la mode. La querelle rebondit vivement en 1831. Une expédition archéologique à Olympie ne trouve aucune trace de couleur dans les vestiges du temple de Zeus, ni sur les sculptures en marbre, ni sur l'architecture. Raoul Rochette surenchérit, la polychromie, écrit-il, eut lieu quelquefois dans certains édifices et sous certaines conditions, non pas avec cette généralité et avec cette étendue que l'on paraît aujourd'hui disposé à lui accorder. De l'ensemble chaotique des observations, de la confrontation des différents mémoires et des restitutions dessinées se dégagent quelques convergences sur les lieux où l'on a décelé les couleurs, sur la dénomination des plus vives d'entre elles, les rouges et les bleus. Sur la dénomination, mais dans le détail, les divergences et les imprécisions restent considérables relativement aux techniques, à la présence ou à l'absence d'enduit préalable, au type de peinture, à la nature des pigments et des liants, à l'application ou non d'une cire incolore sur les marbres, les stucs et les peintures. Parfois, le progrès dans la connaissance entraîne un progrès dans l'ignorance. En 1837, Hittorf participa à une commission du British Museum pour examiner l'état des marbres Elgin. La commission conclura à l'effacement presque complet des couleurs. De trop fréquents moulages et prélèvements en furent la principale cause. Ils ont permis d'importantes observations, mais ils ont été très dommageables aux œuvres. Le 15 février 1845 est admise une modification dans le règlement de l'Académie de France à Rome. Les pensionnaires architectes auront désormais la faculté d'étudier pendant 4 mois les antiquités d'Athènes. Ceci au cours de leur 3e année de séjour romain. Le 11 septembre 1846, par une ordonnance royale, est fondée l'École française d'Athènes, où s'ouvrira une section des beaux-arts dont feront partie les pensionnaires de l'Académie de France à Rome. Ce cadre institutionnel sera pour les architectes et les archéologues l'occasion de rencontres, d'échanges féconds et de collaborations consciencieuses. Ainsi s'accompliront des travaux scientifiques. En 1850, Raoul Rochette fait l'éloge de la restauration de l'Érechtheion par Jacques Tétaz, qui a travaillé avec un archéologue de l'école française. Il juge ici
la polychromie justifiée par les textes et par l'état actuel du monument. L'ouvrage de l'archéologue Belay, intitulé L'Acropole d'Athènes, publié en 1853 et 1854, représente un apaisement dans les débats et un exposé plus scientifique des principes de la polychromie. Désormais, la diversité des cas est reconnue. Belay ne cherche ni à réduire ni à exagérer l'importance de la polychromie. Les envois grecs continueront jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale et le débat s'effacera. Pour nous, aujourd'hui, la polychromie de l'ensemble de ces envois leur confère, en dépit ou à cause de son caractère souvent fictif, un grand pouvoir d'évocation. Ce sont des œuvres documentaires en même temps que d'invention et de composition où l'on voit combien l'histoire est une formidable matrice pour l'imagination et que Mnémosyne est la mère des muses. Toutefois, les derniers envois, ceux de Hulot, d'Ominck et Tournaire, deuxième illustration, s'il vous plaît, Emmanuel. Tournaire. Voilà, le trésor des Athéniens. Eh bien, cette restitution de Tournaire est très proche des connaissances scientifiques actuelles. Elle est assez exacte. Qu'en est-il des significations? Comment fut successivement interprété le rôle de la couleur dans l'architecture grecque? L'archéologue allemand Stackelberg est un des premiers à raisonner sur l'emploi de la couleur. Elle interrompt, écrit-il, la monotonie d'une masse de pierre uniformément claire, définit plus nettement les éléments architecturaux et les met en valeur. Elle préserve la pureté des formes et des lignes et respecte la netteté des jeux d'ombre, alors qu'un décor sculpté est générateur de rupture. Elle rehausse la mouluration dans la demi-pénombre de la cella, du naos, tandis que les appliques de métal, en particulier l'or des caissons, y réfléchissent une lumière parcimonieuse. Fin de citation. Pour Stackelberg, l'emploi initial de la couleur explique la variété des profils de moulure et de leur décor. La couleur articule, structure, parachève. Dans ses voyages et recherches dans la Grèce, publiés en 1830, le Danois Brønsted discerne que les deux leviers essentiels de l'art grec sont une nature, je le cite, animant tout de ses couleurs, et une religion en exigeant comme un reflet naïf. Il écrit que l'on pense en effet par quelle voie un peuple très vif et sensuel, habitant un pays riche en couleurs et participant et pratiquant une religion toute nuancée des mille teintes de la nature elle-même, devait arriver à son art s'il en formait un à lui et réellement produit par son génie national, sans tradition d'art, sans histoire, sans modèle d'aucune espèce et sans aucune règle de convenance ni de théorie traditionnelle. Cet art ne devait être qu'une imitation très fidèle de la nature. Or, comme la nature même est polychrome et comme elle distingue presque chaque corps dans une variété de couleurs et de teintes particulières à l'organisation de chaque individu, l'art des anciens Grecs, partant de ce principe, devait être nécessairement coloré. Fin de citation. On le voit, l'aimable simplicité d'un monde naissant que Fénelon croyait trouver chez Homère est encore à l'ordre du jour. Brønsted reconnaît qu'il est difficile d'entrer dans les détails, que trop peu de choses sont conservées pour assurer la définition d'un système. Il distingue cependant trois domaines où l'application de la peinture se justifie différemment. Tout d'abord pour soutenir l'architecture proprement dite, c'est-à-dire pour relever la teinte monotone de la pierre, pour réunir et rapprocher de l'œil ce qui devait, selon l'artiste, se présenter ensemble. La couleur est une couche unificatrice. En second lieu, la couleur serait là pour produire de l'illusion dans certaines parties de la construction, c'est-à-dire pour soutenir l'effet des ombres et des jours, du relief et des enfoncements. Brønsted, le premier, envisage les rapports réciproques des couleurs et des éléments structurels de l'édifice antique. Il envisage la polychromie dans sa dimension verticale. En troisième lieu,
il s'agit de la couleur appliquée à la sculpture monumentale. Dans un article de la Gazette des Beaux-Arts daté de 1876, l'archéologue Rayet étudie les deux couleurs principalement employées. Tout d'abord, un bleu pâle et d'apparence un peu poudreuse, assez semblable à de l'outre-mer. Ce bleu est selon lui un silicate de cuivre resté mêlé à un peu de sable par suite de procédés imparfaits de fabrication. Vitruve en a décrit la fabrication et l'appelle bleu d'Alexandrie. L'autre couleur, principalement employée, un rouge, était moins tenace et les traces en sont plus rares, la couche moins épaisse là où elle s'est conservée. Rayet reconnaît du cinabre. Ces deux couleurs, écrit-il, ne sont pas employées au hasard. Les moulures en pleine lumière sont généralement peintes en bleu. Le bleu, en effet, s'éclaire et s'adoucit sous l'éclat intense du soleil. Le rouge est au contraire plus répandu sur les parties qui restaient toujours dans une demi-obscurité. Il rend en effet les ombres plus transparentes et plus chaudes. Fin de citation. Il faudra attendre 1863, avec la parution des Entretiens sur l'architecture d'Eugène Viollet-le-Duc, pour que s'affirme clairement une signification tectonique de la polychromie. Viollet-le-Duc écrit « La sculpture ou la peinture monumentale semblent prêter leur concours à l'architecture pour en faire mieux saisir les formes et non les dissimuler. » Et il ajoute « Toute décoration ou peinture appuie la structure. » Fin de citation. Nombre d'études ultérieures vont affiner cette pensée sans que se lèvent d'autres interprétations. Puis la mise en question avec le XXe siècle du primat absolu jusqu'alors accordé à l'art de la Grèce suspendra les exégèses. Récemment, dans la filiation probable de René Girard, les travaux de George Hersey, troisième illustration, s'il vous plaît, professeur d'histoire de l'art à l'université de Yale, suggère une interprétation. Le temple grec classique, nous le savons depuis Vitruve, est la mémoire d'un sacrifice. Un grand nombre de ces formes, de ces ornements, dérivent d'un rite très ancien, holocauste sur un autel, où l'on exposait dispersés les os, le sang et divers vestiges de l'animal offert. Ce qu'on nomme l'échine d'un chapiteau équinos, une moulure en quart de rond. Emmanuel, s'il vous plaît, l'illustration suivante. L'échine, vous voyez. Une moulure en quart de rond est aussi dans son étymologie l'échine d'un bœuf. C'est donc le propos de George Hersey que je synthétise. Cette moulure, selon lui, mime l'épine du dos, la vertèbre où s'appliquait le coup sacrificiel. Le bandeau carminé, à la manière du sphère de Turin, découvert depuis peu sur l'échine d'un chapiteau du temple de Marmaria du 7e siècle, confirmerait cette hypothèse. Ainsi, les couleurs essentielles, le bleu et le rouge, dériveraient l'une des nodosités intestinales bleuâtres, du sang vicié, du sang mort, la seconde du sang propre et vivant. On pourrait évoquer dans ce sens le geste du paléanthropien saupoudrant les cadavres d'hématite et d'ocre avant de les enterrer et dire que toute peinture est une forme d'inhumation, que claironnant de peintures brillantes, les temples sont des chambres funestes. Les temples répéteraient la chose latente, nous rappelleraient expressément à la mort. La vie rutilante des temples, ses couleurs, dirait en somme un beau noir. Réputé civilisateur, le sacrifice n'a pas l'air civilisé. La crudité et le sang y font éclair en une intensité surgissante. Un fond de brutalité hors de sens entre en présence. Son grand effet de réel, sa rigueur qui saisit, sa foi,
oblige de rencontrer le monde par le plus charnel, le sang, et par le plus abstrait, le paradoxe. L'innocence coupable défie la capacité de l'intellect et la chair exposée dans son principe vital nous convainc d'être devant le moins idéal. L'union des contraires rayonne, adjointe par le coup sacrificatoire, innocence et culpabilité valent pour tout ce qui évidemment s'oppose. Leur union, peut-être la plus insoutenable et révulsive qui soit, compromet sous elle le total des divisions. La trace sanglante, la limite entre la vie et la mort du trait d'égorgement est le lieu d'union absolue. Depuis l'autel huileux du sacrifice, un horizon est créé entre le haut et le bas, le monde terrestre et le monde infernal, entre le monde terrestre et le monde divin, entre le monde terrestre sanctifié par la conversation fumeuse avec les dieux et le monde terrestre plus ou moins laïque. Tous lieux sont adjoints et tout temps. Passé et présent se concilient lorsqu'on apaise les mânes des morts, tandis que présent et futur ont une importance unie dans l'art des présages. Par l'examen des entrailles, ce qui est actuel et ce qui sera se confondent. Le sacrifice est donné comme réalité ultime et substrat de tout commerce, solidité de la solidité du monde, mais il est éphémère et sans cesse doit être recommencé. Il entre dans la nature de sa vérité, un devoir de confirmation. L'homme extérieur est la mesure de toute chose dans le sacrifice, il est le sacrifié par excellence, et le temple, qui, au bas degré de sa compétence, est un symbole sacrificiel, portera ses mesures. Certes, à une altitude de généralité, on peut accepter que toute œuvre d'art soit anamnèse, répète les premiers sacrifices, les premiers rites funéraires, perpétue la présence du premier bouc émissaire et du premier mort. On dit, tout artiste véritable expose que la mort est le sujet de l'art. Figurer son néant, c'est à quoi s'emploierait un artiste. Un artiste serait le poète de sa propre mort, la nôtre. L'art n'a certes pas pour objet d'être un divertissement infantile, il n'est pas une activité accessoire, inutile, accompagnant la gravité de l'existence. L'art serait la gravité même de la vie. Il ne s'agirait pas d'oublier la mort, d'en masquer la pensée, la vue, mais au contraire, d'exprimer notre finitude et par là, notre dignité. Cette interprétation morbide de la couleur et du temple, plus rhétorique que scientifique sans doute, doit être complétée à mon sens par une donnée tectonique, manière de prolongement au rationalisme constructif de Viollet-le-Duc et de ses suiveurs. Elle impose une digression qui postule l'origine de l'architecture. Pour les Grecs, ce qui ferait d'eux nos premiers semblables, le suprême désirable était le suprême intelligible, la limite de la faculté spéculative. C'est lorsqu'ils approprièrent aux dieux leur maison que les Grecs, au 7e siècle, auraient inventé l'architecture. Le temple d'Apollon à Trézène serait le plus ancien temple dorique. La lutte des premiers hommes contre l'intempérie et la pesanteur n'avait fait qu'inaugurer un service objectif du constat des forces élémentaires en jeu dans la nature et des besoins du corps humain. On fit une maison qui, pardonnez-moi l'évidence, s'opposait à ce que les événements telluriques avaient de nuisible au confort essentiel de l'homme et qui, au contraire, accueillait les sources de son bien-être. Si le développement de l'intellect humain s'en était tenu à ce stade prosaïque, aucun art ne serait probablement né, mais il advint que, satisfait les degrés inférieurs de son existence, l'homme allait former d'autres besoins, ses aspirations regardant la mort qui culmine
dans celle d'un au-delà du monde. Et c'est lorsqu'ils connurent l'idée d'un être situé au-delà de leurs principes que les hommes durent pour en parler, pour l'évoquer, former un langage symbolique, inventer l'art par essence et excellence, le langage de l'indicible et de l'impensable, le langage de la transcendance. Comme les autres formes de poésie, l'architecture serait née avec la conscience du Dieu. La maison de l'homme n'exprimait que les besoins de protection à travers leur réponse dans un mode technique, le clos contre les prédateurs et le couvert contre les intempéries. Pour rendre cette maison digne d'un Dieu, conçue physiquement à l'image d'un homme, il lui fallait recevoir le même ordre de majoration qu'il y a d'un homme sculpté à la statue de son culte, c'est-à-dire une plus-value d'idéal. La statue du Dieu est la représentation d'un homme dont le corps est perfectionné, régulièrement proportionné, accompli dans chacun de ses détails, exempt d'irrégularité, de corruption et sans indice de génération, suspendu dans un éternel présent, une éternelle identique présence. Il n'est ni enfant, ni vieillard, ni femme grosse. Il ne s'agit plus d'imiter aucun individu en particulier, mais l'espèce en général, et d'atteindre au comble de son achèvement. Ayant discerné les lois générales de l'anatomie, le sculpteur œuvre à un spécimen de ces perfections. Il applique aux différentes parties humaines tous les genres d'achèvement qu'elles peuvent atteindre et que jamais on ne trouve toutes rassemblées chez un même sujet. Ces perfections, le sculpteur les aura observées une à une dans la réalité, ou bien il spéculera un complément aux qualités naturelles, majoration dimensionnelle, proportion arithmétiquement régulière, établissant un équilibre harmonieux des parties à l'ensemble, le rythmie. La volonté d'idéal fait en somme, on le sait, traiter les choses comme elles devraient être, elle considère l'universel. Les dieux sculptés, cela fut dit et bien dit, notamment dans la philosophie idéaliste, sont calmes, sereins, sérieux, leur ataraxie les hausse au-dessus du tombeau et du temps. Cette quiétude méditative et immuable constituera pour l'art classique le mode de représentation le plus élevé et le plus adéquat. C'est en atteignant ce repos et ce calme surnaturel que la sculpture idéale se détache tout à fait du particulier, de l'homme, et il en ira de même, mutatis mutandis, pour composer la maison idéale. La maison du premier stade fut établie à partir de l'ordre de la charpente. Ferme, poutres, poteaux s'organisaient selon des rapports de stabilité. On peut avancer que cette maison fut composée à l'exemple d'un corps humain pour ce qu'aucune inutilité n'y eut part. Chaque constituant se trouve dans une dépendance à l'ensemble. C'est ce qu'entend Vitruve lorsqu'il écrit que l'ordre dorique fut composé à l'imitation du corps de l'homme. Il s'agit d'une analogie tout intellectuelle. À partir de ce premier ordre, l'idéal vint sous la forme d'affinement de la mesure et des rapports proportionnels, ainsi de l'ordre dorique, dont le triglyphe de Frise, peut-être pourrait-on montrer à nouveau l'image de l'ordre dorique, dont le triglyphe de Frise est la matrice de proportion. En ce point particulier, nous pouvons discerner clairement l'apport de l'idéal. En effet, de la portée dérive la section des poutres exprimée par le triglyphe, et de cette charge découlent les dimensions de l'architrave et de la colonne. À l'ordre proportionnel naturel, il suffisait d'adjoindre une régularité géométrique et arithmétique. C'est seulement ainsi qu'on peut parler d'une mimésis architecturale. L'architecture mime une des lois physiques de la nature, loi de la pesanteur à laquelle est assujettie toute nature terrestre. Dans la maison du Dieu, on fera donc de ce principe constructif discursif un thème harmonique. On cherchera à approcher les rapports, les combinaisons, les suites arithmétiques et mathématiques
les caractéristiques chiffrales fondées en nature ou spéculatives du corps humain idéalisé. Enfin, comme la statue du dieu, le temple se voudra exempt des corruptions du temps. À l'éphémérité du bois, de la maison primitive, on préférera bientôt l'éternité de la pierre. Tout entière résumée dans l'ensemble de la colonne et de l'entablement, la construction du temple grec manifeste la lutte des forces naturelles de pesanteur et de résistance. En un rapport de charge et de support tendant à la plus grande simplicité, à la plus grande visibilité aussi bien. La colonne et l'entablement sont parfaitement distingués. Peut-être pourrait-on passer l'image de l'éphaïstéion. Oui. La colonne et l'entablement sont parfaitement distingués. La ligne horizontale de la charge, retenue par les colonnes, exprime paisiblement une vérité de nature. Aux spectateurs, tout concourt à désigner leur point de rencontre, le lieu où les forces s'annulent. Les cannelures de la colonne dirigent le regard vers son point de rencontre avec l'architrave. Le chapiteau est le lieu même du discours architectural, style, ordre, le lieu du maximum de communication qui s'avère un degré zéro de l'attraction terrestre, c'est-à-dire un repos. Cette tranquillité considérée par Platon comme l'état intermédiaire entre la douleur et l'exaltation, état naturel à la beauté comme à la mer. Un repos dans l'absence, et on pourrait bien sûr dire dans l'absence avec un A majuscule, dans l'absence principielle. Métaphysique, théologie nous disent souvent que rien au monde ne ressemble au premier moteur, à Dieu, autant que le repos, que le maximum de communication, ou maximum de la communication, la communion, ne s'exprime que par la pratique du silence. L'abbé Drancé, le silence et l'entretien de la divinité. Pour le reste de sa construction, le temple tend au plus grand effacement possible. Seuls les chapiteaux ont la parole. Les pierres qui forment le naos, la chambre centrale, sont si soigneusement taillées, s'ajustent les unes aux autres avec tant de précision que leurs joints tendent à se faire imperceptibles. Seul doit paraître le lieu du chapiteau dont le destin domestique ombre et lumière pour appuyer sa signification. La lumière vient disputer à l'ombre ce qui pèse et ce qui résiste à son point d'apaisement, d'annulation. La couleur prolonge ce rôle. L'architecture grecque accepte pleinement l'attraction terrestre. L'architecture grecque est d'essence réelle, mais la volonté d'apaisement, d'équilibre, de calme, maîtrise du phénomène dit son annulation. Paradoxalement, l'acceptation du monde réel conduit à sa disparition. La loi d'harmonie du temple est une proportion équilibrée de support et de charge. Chaque colonne supporte visiblement, sensiblement un poids exactement proportionné à sa résistance. Elle soutient ni plus ni moins qu'il n'est nécessaire et seulement à l'endroit nécessaire, mais cet endroit nécessaire est aussi celui où s'abolit la nécessité. Par sa neutralité, il désigne le Dieu. L'architecture civile ne sera que de l'architecture sacrée avilie, ainsi de toute l'histoire de l'architecture qui répète sous d'infinies variations, réécrit sans fin l'entablement et la colonne. Un formidable catalogue de ces combinaisons d'assemblage, de répartition et de proportion n'a d'autre sens, d'autre secret que surnaturel. Là est la force primitive de toute architecture. Les cannelures emmènent le regard à la rencontre de l'entablement. Le chapiteau est le lieu du logos. Là s'annule ce qui pèse et ce qui supporte. Toute pesanteur et assujettissement à la terre, en un point aveugle, présence de l'absence, une solitude essentielle où se dit, serré par la force tellurique du marbre pentélique, désigné par les dispositions d'ombre et de couleur,
ce qui ne cesse pas de ne pas pouvoir être dit. Un vide qui est l'au-delà du langage insinué par le seul langage, un vide que peut-être nous éprouvons le besoin éperdu de contempler parce qu'il est cathartique. Le lieu de la neutralité statique, rendu ainsi sensible, est une énigme des plus admirables. L'énorme labeur et la volonté du temple résident dans ce retrait. Le sujet de l'architecture n'est pas la pesanteur et la matière, mais tout ce qui y fait défaut. L'architecture est absorbée par ce qui la perd. Si nous regardons avec attention la pesanteur abolie au lieu du chapiteau, nous éprouvons qu'elle suppose une présence derrière elle et accolée à elle. Et cette présence, c'est la nôtre peut-être, dans sa capacité de se tenir au-delà du jugement. Plus nous cherchons à imaginer ce qui se passe au point de rencontre de l'architrave et de la colonne, plus nous comprenons, s'exprime avec la portion de poids et de pierre qui court l'anéantissement, l'omission de toute matière, l'omission de toute substance, la substance telle qu'elle est conduite à faire défaut. Le chapiteau crée une place intense parce qu'il réduit un état de matière au néant, s'élance afin d'être néantisé au cœur de l'écrasement. Ce que veut dire inexorablement l'architecture, c'est ce retrait qui véritablement parle, c'est lui qui appelle et dit tout le logos. Avec l'harmonie des contraires, à l'assemblage des deux surfaces de pierre, dans cette étreinte qui paraît être celle du plus puissant de l'éros, endroit impossible, impassible, à l'équilibre atteint en outrepassant les forces, nous est montré un trou de l'être, une sorte de transparence dense, un cristal de pensée, une paix lumineuse sans limite, de géométrie ni de masse. Une clarté superlative qui ne peut ni se voir ni se penser et qui paraît en attente de notre vision et de notre pensée. Inassouvissable. Nous sommes là en cette contemplation avec le temple, tout à la réalisation de notre propre néant et à sa divination, à son surpassement dans un ineffable temps calme. Toute la patience du temps est en ce petit cercle de paix qui ceint la tête de l'architecture. Le temps absolument fixe entre les deux forces et le temps même. Le pas de Venise uni au pas de Guermantes, qui ne se déplace pas. Il est le relief blanc entre deux palpitations alternatives, le mutisme serré et impénétrable dans l'intervalle des tic-tac, et non les tic-tac eux-mêmes, ils ne sont que les clôtures du temps. L'œuvre d'architecture représente avec précision et acuité une attente. L'œuvre est circonscrite dans la plus grande attente possible et sa mise à nu. Dans la tête et l'ombilique de l'architecture, les contraires, les distances font, si l'on veut, deux duellistes qui se précipitent fulminants l'un vers l'autre et se trouvent soudain en plein amour sur le petit lieu extrême où tout se donne et se quitte. Nous restons au premier plan devant l'étrange point de fuite avec la constatation de notre frontière arrêtée par nos facultés. Ici est la fin de l'intelligible, la proximité de ce qui est sans accès, le sentiment de vivre dans un monde second. Et si nous pensons à quelque chose qui se donne et se retire en même temps, nous voyons un feu. Ce qui se crée dans la tête de la colonne habite aussi dans la flamme qui prend et éprise. Comme la flamme au XVIIe siècle, peinte ou écrite en mémorial, la tête de l'architecture dit « Toi aussi, tu brûles ». Brûlure et illumination, car, considérant notre néon, tout se lève, nous apercevons la lumière de la plus grande paix. Ce que le temple dit, il le dit en un silence extatique de l'espace et du temps. C'est un monument
l'œuvre même de l'art de bâtir. Il essaie de ne pas servir les intérêts du monde. Il se désiste. Il nous rapproche de ce que nous pouvons penser de plus haut. Il allie la matière avec le poids. Il allie la matière et le poids avec leur envers, avec la réalité la plus tacite et la plus repliée, la plus absolue, l'esprit. Par goût de l'âreté, les Grecs composèrent cette figure de l'héroïsme spirituel avec le chapiteau. Protestation contre la faiblesse du corps et contre l'oubli, l'architecture n'est que monument et tombeau. La grande présence architecturale, la volonté d'accroître la matière en imposant les vastes dimensions, la beauté régulière, le souvenir très antique et l'attente du temps se placent sur ce qui n'a plus part au monde. Il y a, dans la puissante affirmation architecturale, la volonté de récuser le néant et de faire voir qu'il est un comble de matière organisée, non une perte, mais le plus sûr gain, non une défaillance de l'ordre, mais un ordre supérieur, le rythme et l'harmonie. Nous voyons la beauté, nous ne voyons la beauté, en somme, que lorsqu'elle se retire et nous échappe, sacrifiée. Notre jouissance esthétique est faite de ce qui la tue. Retournons enfin à la polychromie. La couleur, dirais-je, est tout ensemble exténuation et morbidité du langage tectonique. C'est dans l'abnégation secrète de sa luminosité et de sa sensualité convenue que l'emploi de la couleur, dans l'architecture grecque, est au sommet de lui-même. Exténuer le langage, dire le malheur de l'homme, le malheur du langage est proprement la merveille. Merci de votre attention.